la petite pierre à l'édifice de la transmission de la poésie, c'est vraiment ça, c'est-à-dire essayer d'accompagner des jeunes adultes à retrouver le plaisir pour eux de lire des textes, de les entendre, d'en sentir la beauté, d'en sentir l'enthousiasme et de pouvoir du coup transmettre cet enthousiasme à eux déjà et aux enfants avec qui ils peuvent se trouver, enfants de tous les âges. Bonjour à tous, bienvenue sur YOLO, l'émission dédiée aux acteurs, actrices et passionnés de poésie en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Blain-Pinel. Marie est enseignante à l'Université de Nantes. Elle est responsable du master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'Université de Nantes. Marie est aussi porteuse du projet Souffle et Poésie, dont on va reparler tout à l'heure. Tout d'abord, pour commencer, Marie, j'ai envie de te demander quelle a été ta première rencontre avec la poésie ? D'abord universitaire autour de l'auteur du 19e, Baudelaire, les romantiques. Et puis une deuxième rencontre beaucoup plus intime, de choses qui se sont écrites en moi par un moment qui m'a aidé à avancer et à transformer. Et c'est sans doute l'écart entre ces deux expériences qui est à l'origine de ce que j'essaie de faire en ce moment. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu essayes de faire en ce moment ? Alors, ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est dans la mesure où mon cœur de passion, je dirais, c'est vraiment la transmission de la posture d'enseignement. Donc, comment aider des jeunes qui vont devenir professeurs à trouver la manière d'être à la fois bien dans leur acte de transmission et enthousiastes avec ce qu'ils peuvent porter. Et par rapport à ça, un des éléments qui m'a énormément frappée, c'est que la poésie est souvent perçue à peu de choses près comme un répulsif absolu, avec une espèce de panique, y compris chez des étudiants littéraires et de manière encore plus caractérisée avec les étudiants qui se destinent à être professeurs des écoles. C'est en primaire qu'on se prend le premier contact avec la poésie, ce qui fait que si les profs eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec cet objet-là, c'est très difficile de pouvoir apporter quelque chose. Donc la petite pierre à l'édifice de la transmission de la poésie, c'est vraiment ça, c'est-à-dire essayer d'accompagner des jeunes adultes à retrouver le plaisir pour eux de lire des textes, de les entendre, d'en sentir la beauté, d'en sentir l'enthousiasme et de pouvoir du coup transmettre cet enthousiasme à eux déjà et aux enfants avec qui ils peuvent se trouver, enfants de tous les âges. Voilà. Comment tu aimerais justement qu'on enseigne la poésie ? Comment la transmettre ? Parce que la transmettre, c'est d'abord la poésie. C'est d'abord l'entendre, en fait. La poésie passe par l'oreille, elle se dit, bien sûr, elle se lit de manière silencieuse, mais le poème a besoin d'un deuxième auteur, le poème a besoin d'un lecteur, et si le lecteur lit en diagonale et ne saisit pas ce qu'il y a dans le texte poétique en dehors des mots, il ne saisit pas l'essence de la poésie, parce que la poésie, c'est pas des mots en prose, c'est autre chose, c'est de l'espace, c'est du blanc, c'est une disposition particulière des mots, c'est une intention d'arrêter en fait le lecteur sur des endroits importants. Et si le lecteur ne s'arrête pas, il n'entend rien. Et ce que l'on peut constater, c'est que la pratique en France consiste beaucoup à faire lire la poésie à voix basse, c'est-à-dire à ne pas l'entendre, ou à avoir une lecture par l'enseignant, sans s'assurer que l'élève, lui, est capable de restituer cette lecture musicale, cette lecture pleine, qui est à la fois une lecture musicale et une lecture spatiale, parce qu'il y a de l'espace dans un texte. Donc voilà, ce que j'essaye de faire, c'est de casser le rapport exclusif aux mots, à l'art des mots, à travers la poésie, pour réintroduire quelque chose qui n'est pas intellectuel, mais qui est beaucoup plus intuitif et émotionnel, qui est la perception immédiate
en fait, d'un son, d'un équilibre, d'une image, d'un espace du texte. Ce qui fait que quand on lit un poème, on fait on se reconnecter à cette émotion. D'où l'intention dans ton projet Souffle et Poésie, l'importance du terme souffle. Absolument. Voilà. L'importance du terme souffle qui est complètement capitale parce qu'en fait, le texte poétique, trop souvent, on le diagonalise, on ne s'arrête pas. Et si on ne s'arrête pas sur un texte poétique, on a de la mauvaise prose, en fait. Le texte poétique, il a du blanc, il se caractérise par le fait qu'il a du blanc, et du blanc à des endroits bizarres. Et si on accepte, surtout avec la poésie contemporaine, qui se débarrasse à peu près de la ponctuation pour donner cette fonction-là, en fait, au blanc, si on accepte de s'arrêter là où l'auteur, lui, s'arrête, ben, ça peut être inconfortable, mais c'est laisser la place à l'autre. Et si je laisse la place à l'autre, je fais entrer l'auteur en moi, je fais entrer l'autre en moi, et je suis dans un dialogue. Et c'est infiniment plus riche que de diagonaliser toute seule. Voilà, donc c'est un partage. Et justement, comment on fait pour enseigner la forme poétique, puisque justement, il y a cette idée qu'elle est pleine de contraintes, Ouais. justement, dans l'enseignement, et c'est ce que tu disais au début, que ça rebute beaucoup d'étudiants, voire même d'enseignants, alors qu'aujourd'hui, la poésie contemporaine est dans une forme très libre. Alors, comment on concilie justement ces a priori d'avoir une poésie pleine de contraintes, et en même temps de dire, bah, aujourd'hui, on n'a plus de contraintes, mais quand même, ça c'est poésie, ça c'est pas poésie. Comment on fait avec tout ça ? Comment on fait avec tout ça ? Mon point de départ, c'est déjà de dire qu'il faut être capable d'entendre. Et que quand on entend la poésie, on entend un rythme et qu'on va par l'oreille en fait construire l'espace. Alors, clairement, il y a des gens qui rentrent beaucoup plus par l'espace et construire l'oreille. Moi, c'est mon entrée. Après, en cours, j'essaye de jouer le plus possible entre les deux. Mais c'est déjà effectivement de permettre d'entendre la musique et la récurrence musicale. Et donc je commence par une révision des règles élémentaires de la poésie classique française, un petit peu comme des exercices de solfège. Le point de départ étant que si on est en face d'une page paroles et musique et qu'on est incapable de lire une seule note, on ne lit pas la même chose que celui qui est capable de lire en même temps les paroles et la musique et qui va avoir la profondeur du texte. Donc se réapproprier très simplement comment est-ce qu'on lit des E pour ne pas avoir des alexandrins qui sont élastiques entre 8 à 14, 15 pieds. Ça dépend, non, ça ne dépend pas logiquement, il y en a toujours 12, c'est pas optionnel. Donc être capable de réentendre, de sentir aussi que comme dans le slam contemporain, en fait, cette langue poétique, c'est une langue pleine. La prose bouffe les mots. La poésie bouffe les mots. Et il va suffire de remettre un E, en fait, pour donner présence poétique en soulignant l'affaire. Et en slam, on remet tous les E pour ne pas avaler, en fait. Et on redonne la plénitude du mot. Et puis l'autre tout petit jeu, c'est le fait de prononcer en une syllabe ou deux attention ou attention, selon la manière dont on a besoin. Et en fait, ce petit point-là, très fréquemment, a été perdu, n'a pas été compris en tant que tel. Et le reconnecter à une perception musicale, ça permet déjà de nettement avancer, de saisir. Donc j'apprivoise, je propose des lectures de manière ludique, des lectures à voix haute, des lectures partagées, de prendre un verre et de s'arranger pour que ce soit un alexandrin et de rire quand c'est pas le cas. Parfois aussi des modalités de lecture tam-tam, les trophées de Heredia comme à vol de Gerfou en mode tam-tam, ça marche très bien, bien conquérant, voilà. Donc toutes sortes, je dirais, de jeux de réappropriation. Et puis après, on avance petit à petit vers les maîtres qui sont plus souples, donc plus complexes. C'est plus difficile de lire du Verlaine que du Ronsard, et de s'apercevoir que dans la poésie moderne, on n'a plus cette contrainte métrique, mais que les poètes ont encore complètement dans l'oreille, en fait, le rythme de leur langue, et que de la même manière, si on garde la présence des E, on va poétiser, mais qu'en tout cas, la lecture, la manière de lire est une interprétation. Et donc à ce moment-là, voilà, on a le choix complètement, et que ce choix, il suppose une musique, et que dans les éléments qui sont très importants, en fait, c'est le premier point que je pose,
c'est de respecter l'espace du souffle. C'est de respecter le blanc, de ne pas enchaîner. S'il y a un blanc, il y a un blanc. Et si on enchaîne un blanc, on supprime le vert, en fait. Donc d'accepter ça, ce qui dérange au départ, mais ce qui justement entraîne physiquement. En fait, quand les gens commencent à s'arrêter, ils sont dérangés. Et puis à un moment, on voit une bobine comme ça. Et le passage vers le c'est véritablement la bascule dans un autre mode de fonctionnement. C'est pas j'enchaîne des mots, c'est-à-dire je suis en mode intellectuel, et je laisse de l'espace pour l'émotion. Et je laisse de l'espace pour l'émotion. Ça fait vraiment basculer en mode émotionnel, et d'un seul coup, il y a le sourire qui se présente. Et ça, c'est super chouette. Merci. En tout cas, ils ont beaucoup de chance, tes étudiants. Marie, dans YOLO, je demande à chacun de mes invités de partager un texte de leur choix, un texte qui leur tient à cœur. Est-ce que tu peux nous lire un texte, toi aussi ? Je vais prendre un texte de François Cheng, justement, qui m'a fait rentrer en poésie, dans La vraie gloire est ici, qui est paru en 2015. C'est court, François Cheng, toujours, et il y a beaucoup d'espace. Or, voici. Le vrai silence vient au bout des mots. Mais les mots justes ne naissent qu'au sein du silence. De même, la vraie voix se continue par la voix. Mais la juste voix ne surgit qu'au cœur de la voix. Pour le texte, la vraie voix, E, se continue par la voix X, mais la juste voix X ne surgit qu'au cœur de la voix E. Merci beaucoup, Marie.